Le 5 juillet 1962, l'Algérie, au terme d'une guerre terrible, proclame son indépendance. La France doit se retirer. Le Front de Libération Nationale, FLN, le mouvement d'indépendance que nous avions affronté pendant cette guerre d'Algérie, est donc parvenu à ses fins. Le général de Gaulle renonce à l'Algérie et commence alors une nouvelle ère dans l'histoire de ce pays. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'après-guerre d'Algérie. Alors à ton avis, sur quoi débouche la fin de cette guerre? Sur la paix? Je vois que tu commences l'épisode avec une hypothèse audacieuse. Pour toi, la fin de la guerre, c'est la paix. Les hommes du FLN ont ce qu'ils veulent, donc c'est parfait. Un avenir chantant peut s'ouvrir devant eux, ils pourront cultiver des jardins verdoyants et chanter au soleil les chants de l'indépendance, enivrés de la brise d'été. Pour la brise d'été, je sais pas trop, mais je pense que maintenant qu'ils sont indépendants, ils vont pouvoir faire leur vie tranquillement, repartir à zéro. En vérité, on ne repart jamais vraiment à zéro, et crois-moi, le FLN n'a pas vraiment fini de sortir ses couteaux. Aujourd'hui, chers amis, petit retour sur les 3 années qui suivirent l'indépendance de l'Algérie. Je n'irai pas par 4 chemins, l'indépendance de l'Algérie débouche encore sur du sang. Le FLN et les Algériens qui se sont ralliés à lui, parfois tardivement, ont encore des comptes à régler. Des violences atroces se déchaînent contre les Harkis, bien sûr, ces musulmans qui sont loyaux à la France, et contre les pieds noirs, parfois massacrés ou enlevés ou tout simplement forcés de quitter leur pays tout le long de l'année 1962. Mais ça, c'est les retombées de la guerre et c'est pas vraiment mon sujet. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose. On va parler des affrontements au sein des Moudjahidines, au sein même des combattants du Front de Libération Nationale. Parce que visiblement, les chefs du FLN ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Attends, tu veux me dire que les dirigeants du FLN, qui sont pourtant des frères d'armes, qui ont souffert ensemble pendant 8 ans, ils sont capables de se tirer dans le dos comme ça? Sans vouloir brutaliser ta touchante innocence, la réponse est oui. Dans le Front de Libération Nationale, il y a plusieurs pôles de pouvoir. À la fin de la guerre, une autorité civile a été mise en place sur le territoire algérien. C'est le gouvernement provisoire, dont le président s'appelle Ben Youssef Ben Khedda et dont le principal ministre est Krim Belkacem, qui est d'ailleurs l'un des fondateurs du FLN. C'est ce gouvernement provisoire qui est détenteur de l'autorité civile sur le pays au moment de l'indépendance. La logique voudrait donc que tout ce qui relève de la politique soit décidé désormais par Ben Khedda et Belkacem. Après tout, ce sont eux que la France avait reconnus comme interlocuteurs. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que ce gouvernement provisoire est très contesté. Il y a beaucoup d'autres fortes personnalités au sein du front, notamment ceux que l'on appelle les prisonniers daunois. Ce sont 4 individus qui ont participé à la fondation du FLN, mais qui ont été capturés par la France en 1956 à bord d'un avion détourné sur Alger. Ces hommes ont été détenus en France pendant la guerre, et notamment dans le château daunois. C'est pourquoi on se réfère à eux comme les prisonniers daunois. Maintenant que la guerre est finie, ils reviennent dans leur pays où ils vont recevoir un accueil plutôt chaleureux. Parmi eux se trouvent Ahmed Ben Bella, mais aussi Mohamed Kider, Hosni Ait Ahmed et Mohamed Boudiaf. Et tous ces hommes sont des chefs historiques du FLN. Parenthèse, désolé si ma prononciation n'est pas géniale. Parmi les chefs du FLN, il faut aussi nommer un troisième groupe. Ce sont les chefs qui organisaient l'affrontement avec les Français depuis un poste de commandement qui est situé à l'extérieur des frontières algériennes. Donc depuis les pays voisins, Oujda au Maroc et Raldimao en Tunisie. Ils forment l'armée des frontières, une armée qui est sous le commandement principal du colonel Ouari Boumedienne, lequel est assisté par diverses personnes comme un militaire, Tahar Sbiri, ou un civil moustachu qui le suit comme son ombre et qui répond au doux nom d'Abdelaziz Bouteflika. Donc, je récapitule, il y a les membres du gouvernement provisoire, il y a les anciens prisonniers daunois et il y a l'armée des frontières. Le gouvernement provisoire, autorité officielle choisie comme interlocuteur par les Français, est confronté au retour des autres chefs qui réclament leur part dans les décisions, invoquant par là leur mérite historique. Si je te suis bien, les prisonniers daunois, ils ont surtout le mérite d'être restés bien sagement détenus dans la résidence surveillée pendant 6 ans, ce qui est respectable, mais de là à leur faire des statuts, je dirais pas. Mais c'est justement ça qui les avantage. Moins t'en as fait pendant la guerre, moins tu as pris de risques, moins on peut te faire des reproches, et plus tu peux râler et réclamer ta part du butin. Alors que des gens comme Krim Belkacem, qui ont été beaucoup plus actifs pendant la guerre, ont dû prendre davantage de décisions difficiles, et ils ont un passif qui est plus lourd à porter. En tout cas, il se forme un bureau politique, qui est une sorte d'alliance fomentée dans la ville de Tlemcen. Une alliance entre les prisonniers daunois, à commencer par Ben Bella, qui est la tête pensante du groupe, et l'armée des frontières du colonel Boumedienne. Ils ont un objectif commun, celui, clairement, d'envahir l'Algérie. Envahir l'Algérie? Mais pourquoi faire? Elle a déjà été libérée des Français.
Non. Enfin, oui, mais pas militairement. Les Algériens n'ont jamais eu à conquérir la terre algérienne. Les Français avaient gagné la guerre. Les Français avaient gagné la guerre? Attends, je comprends plus rien là. Ah oui, oui, militairement, nous avions gagné. C'est le général de Gaulle qui a changé d'avis et qui a fini par accorder l'autodétermination puis l'indépendance. Ah oui, donc le FLN n'a pas eu besoin de conquérir l'Algérie. Non, mets-toi à la place de Boumedienne. Son armée des frontières entretenait, grâce à l'argent des Égyptiens entre autres, un armement lourd dont la vocation était de conquérir le territoire. Mais on a dit qu'il n'y avait jamais eu de conquête, donc il n'a jamais pu l'utiliser. Oui, les chars et les lance-roquettes commençaient sérieusement à prendre la poussière. Cet armement lourd, il va finir par s'en servir. Il va s'en servir contre des Algériens. Contre le gouvernement provisoire, c'est-à-dire ceux à qui les Français avaient remis les clés du pays. Et cette invasion, il l'a fait au compte de Ahmed Ben Bella, qui est alors le chef du bureau politique et son allié principal. Quant au gouvernement provisoire, lui, il se défend. Krim Belkacem, lui, il se laisse pas faire. Il construit une résistance, basée à Tizi Ouzou, en Kabylie. Mais rien ne résiste aux chars de Boumedienne. La prise de Chlef, par exemple, a été faite au prix d'une lutte très ardue. Dans Alger même, les partisans de Yassef Saadi, le chef de la zone autonome, qui soutient Ben Bella, se battent dans la rue contre les hommes de Belkacem. L'objectif de Boumedienne est de conquérir tous les wilayas, c'est-à-dire les 6 régions militaires constituées pendant la guerre. Finalement, Boumedienne entre dans Alger le 9 septembre 1962 au milieu des affrontements de rue et parvient à contrôler 5 wilayas sur 6. Tout cela a coûté la vie de plusieurs centaines de personnes. Donc on a des Algériens qui se battent contre d'autres Algériens. Ça doit être un chaos monstrueux. Ah ça, pour être un chaos, l'été 62 est un chaos. C'est d'ailleurs pendant ce chaos que vont avoir lieu les plus grosses retombées sanglantes de la guerre d'Algérie, notamment les massacres de Harki. Et en réalité, ce sont bien les Harkis qui vont payer le prix le plus lourd de ces désordres. Mais ça, c'est pas mon sujet aujourd'hui. Donc, le colonel Boumedienne est victorieux. Son état-major contrôle tout le territoire, sauf la Wilaya 3, c'est-à-dire la Kabylie, lieu où les partisans de Krim Belkacem ont montré la plus âpre résistance. Le pays revient au calme, des élections sont organisées pour élire une assemblée constituante. La seule liste proposée est évidemment celle du FLN, parti unique. Les vainqueurs vont ensuite se distribuer les rôles. Ahmed Ben Bella est chef du gouvernement, Boumedienne ministre de la Défense, Mohamed Kider, qui est un ancien détenu daunois lui aussi, est secrétaire général du parti. Commence alors une dictature civile sous l'égide du parti unique qui contrôle à peu près toutes les institutions, y compris la presse et l'éducation. Cette dictature civile, c'est celle de Ahmed Ben Bella. Alors on pourrait dire que tout ça revient au calme, mais en fait les affrontements ne sont toujours pas finis. Les hommes qui étaient détenus à Aunois avec Ben Bella, Mohamed Boudiaf, Hossein Ait Ahmed, Mohamed Kider, ne forment pas du tout un front uni et ne vont pas tarder à rentrer en conflit avec leur chef Ben Bella. Dès lors, ce dernier va être obligé de faire le ménage. Le premier à rompre avec le bureau politique, c'est Mohamed Boudiaf. Boudiaf est un socialiste, comme tous les chefs du FLN d'ailleurs. Mais il ne supporte pas l'armée des frontières. Pour lui, un socialisme bien compris, c'est un socialisme qui s'affranchit complètement des systèmes de domination. Or, l'armée des frontières, du colonel Boumedienne, qui occupe le territoire par un droit de conquête arbitraire, lui paraît incompatible avec un authentique pays socialiste. Trop d'armée, trop de police, trop de censure. Boudiaf crée donc un parti d'opposition, essayant de briser la domination du parti unique. Cela n'a pas l'air de plaire à Ben Bella, qui, en juin 63, le fait arrêter, emprisonner et condamner à mort. Bon, en fait, il parvient à s'échapper et à s'exiler, et c'est un personnage qu'on aura l'occasion de recroiser. Deuxième ennemi à abattre pour Ben Bella, Hossein Ait Ahmed. Ait Ahmed demande, comme préambule à toute politique nationale, d'autoriser le pluralisme politique, pour ensuite discuter des institutions sans être soumis au FLN. Laisse-moi deviner, il va lui arriver exactement la même chose que Boudiaf? Ait Ahmed comprend rapidement que la dictature est verrouillée. Contrairement à Boudiaf, il décide de passer à l'insurrection armée. Il prend donc le maquis et s'en va en Kabylie. Attends, pourquoi en Kabylie? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Comme tu le sais sûrement, il y a en Algérie des peuples dont la présence est antérieure à l'invasion arabe du 7e siècle après Jésus-Christ. Ouais, les Berbères, c'est ça. Parmi ces peuples berbères, il y a les Kabyles, mais aussi les Chaouis, les Touaregs, les Mozabites et d'autres encore. Et les Kabyles sont les plus nombreux et les plus célèbres. Alors pourquoi Ait Ahmed va chez les Kabyles? D'abord parce qu'il est lui-même Kabyle, déjà. Ensuite parce que la Kabylie est la seule wilaya qui n'est pas soumise à l'état-major. On n'a jamais vraiment pu la contrôler. Enfin parce qu'il espère que la population kabyle, ces rebelles on va dire, va lui fournir un soutien dans sa lutte. Pendant l'été 63, les Kabyles combattent pour lui et on estime qu'ils seront environ 400 à mourir face aux armées redoutables de Wari Boumedienne. Donc Ait Ahmed, c'est un héros en Kabylie. Il est souvent vu comme un héros.
Mais attention, Aït Ahmed ne combat pas au nom des Kabyles, ni au nom de l'indépendance de la Kabylie. C'est quelqu'un qui mène un combat à dimension nationale, un combat pour le socialisme et pour le pluralisme politique. Ce sont les circonstances qui font qu'il est parti en Kabylie pour y organiser la lutte. Je dis ça parce qu'on en fait parfois un héros provincial, régional, alors que dans son idée, il n'a jamais voulu réserver un régime d'exception au territoire kabyle, et il était avant tout socialiste et démocrate. Par la suite, la situation ne revient pas au calme. Aussi Aït Ahmed est retrouvé et arrêté en 64 et condamné à mort. Il parvient néanmoins à s'enfuir en France. Donc voilà pour la rébellion de 63. Par la suite, le calme ne va pas complètement revenir, une révolte éclate en 64 dans l'Atlas saharien, conduite par un certain colonel Shahabani qui avait été démis par Boumedienne. Pour ajouter à la confusion, il y a encore le 23 juillet 64, l'explosion d'un navire rempli de munitions et qui mouillait au port de Beaune, une explosion qui semble avoir fait plus d'une centaine de morts. Aujourd'hui encore, on ignore qui en est à l'origine. Bref, tout ça c'est pour dire que l'Algérie de Ben Bella, c'est pas vraiment un pays en paix. Si le combat de Hossein Aït Ahmed avait fini si lamentablement en 63, c'est parce qu'il tombe au mauvais moment. Ben Bella appelle à l'union nationale, puisqu'en septembre, un conflit vient d'éclater aux frontières. Ce conflit, c'est la guerre des sables. Le roi du Maroc, en septembre 63, a décidé d'attaquer et de prendre le contrôle de Tinjoub et de Hassi Beida, qui sont des postes situés dans les wilayas occidentales de l'Algérie, en plein Sahara. L'objectif du Maroc est visiblement de prendre possession des régions de Tindouf et de Kolomb-Béchar. Oula, le roi du Maroc, il agresse ses voisins comme ça, sans prévenir? Mais quel genre de roi c'est exactement? Les raisons qui ont poussé le Maroc à cette agression sont dues au fait que nous parlons ici d'anciennes colonies françaises et que les limites entre les territoires administrés par la France n'étaient pas forcément très bien définies. Pour les Français, les territoires sahariens sont pratiquement inhabités et ils n'ont pas vraiment d'intention d'y mettre les pieds. Ils ont bien tracé des lignes, mais elles restent un peu fantaisistes et changent selon les cartes. Mais si c'est juste un flou cartographique le problème, il n'y avait pas juste moyen de régler ça tranquillement entre personnes civilisées? En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En 1952, la région mise en cause a clairement été rattachée à l'Algérie. Mais ce rattachement est une décision de la France. La France qui est justement ce même pays qu'on est en train d'essayer de virer d'Afrique du Nord. 4 ans plus tard, le Maroc devient indépendant et ne voit dans ce rattachement qu'une nouvelle spoliation de la puissance coloniale, une dernière injure qu'il n'est pas question de respecter. C'est à ce moment que la France propose au Maroc de lui rendre ses territoires à une condition, qu'il ne soutienne pas le mouvement d'indépendance algérien qui émerge au même moment. Et c'est là que le Maroc a trahi l'Algérie. Absolument pas, le Maroc à ce moment-là ne veut pas avoir l'air de donner un coup de couteau dans le dos d'un pays frère. Il décide de consulter le gouvernement provisoire de l'Algérie en 61 pour obtenir que ces territoires soient renégociés à l'avenir avec l'Algérie, après la guerre, quand l'indépendance sera acquise. Et le Maroc, en faisant ça, il prend vraiment des risques, parce qu'il se pourrait très bien que l'indépendance algérienne ne soit jamais acquise et qu'il perde à tout jamais l'occasion de récupérer ces territoires. On peut aussi rappeler que le Maroc, c'est sur son sol que se trouve le poste de commandement d'Oujda, depuis lequel Boumedienne à l'époque contrôlait la Wilaya 5. Donc, on ne peut pas dire que le Maroc soit resté neutre pendant le conflit, c'est faux. Ah oui, mais ça sert à rien, parce que le gouvernement provisoire va être éjecté par Ben Bella l'année suivante, et ses promesses ne seront sûrement pas respectées. Une fois la guerre passée, le Maroc s'est aperçu que Ben Bella ne tiendrait pas les promesses du gouvernement provisoire. Il va donc essayer de récupérer ces territoires lui-même. Il s'agit de territoires que le Maroc a pu contrôler épisodiquement jadis, entre le XIIIe et le XVIIe siècle, même si aucun traité récent ne vient appuyer cette souveraineté marocaine. Notons aussi que derrière cette guerre, il y a des rivalités politiques. L'Algérie, c'est une république socialiste, tandis que le Maroc, c'est une monarchie. Cuba et l'Égypte s'engagent à fond pour l'Algérie et contre le Maroc, un Maroc qui n'a pas d'alliés parce que son modèle politique n'est plus très à la mode dans le tiers-monde. Donc c'est la guerre. Les Marocains vont vite montrer une supériorité militaire flagrante, notamment dans les affrontements très violents autour de Hassi Beida, qui est solidement contrôlé à partir du 25 octobre, ainsi qu'à Tinjoub. Les Marocains font plus de 300 prisonniers algériens et menacent Tindouf. Les Algériens, en difficulté, sont contraints de déplacer leurs opérations vers l'est. C'est pourquoi ils occupent Isch. Cela dit, la supériorité marocaine reste incontestable. Ben Bella, qui est en difficulté, décide de mettre fin au conflit en recourant au service de l'Organisation de l'Unité africaine. Il sait que l'Algérie, bien qu'en difficulté, il dispose d'une certaine popularité en Afrique en raison de son engagement dans la lutte contre les puissances coloniales. L'organisation s'empresse de démilitariser la zone. Il s'agit ensuite de réconcilier les deux pays. Et c'était bien joué parce que le Maroc va devoir renoncer à toutes ses prétentions et rend tous les territoires conquis. L'Algérie en fait autant bien sûr. Mais je croyais que le Maroc était militairement supérieur. Oui, mais diplomatiquement, il est trop isolé. Aucun traité ne confirme sa souveraineté sur ces territoires.
il est donc bien l'agresseur. Les ambitions du Maroc, du Grand Maroc comme on dit, reflètent une certaine conception de l'histoire du pays qui ne fait pas l'unanimité en Afrique. Le Maroc est une monarchie et ça fait tache dans le paysage du tiers-monde et il va devoir rechercher une autre stratégie pour faire valoir ses intérêts au Sahara. Il reste amer de la défaite et n'a pas dit son dernier mot. La situation économique de l'Algérie, elle, se dégrade rapidement. Dans les régions de Sétif et de Constantine, les moissons ne se sont pas déroulées correctement. Non que les graines n'aient pas donné du fruit, mais le défaut d'organisation, le manque de main-d'œuvre, le mauvais état des moissonneuses-batteuses et des tracteurs ont accusé de nombreuses pertes. Les moissons rentrent mal ou sont réalisées trop tard. Ces problèmes sont flagrants en 1963 et de nouveau en 1964. Dans la Mitidja, c'est-à-dire l'arrière-pays algérois, il est fréquent de voir des grains pourrir sur pied, des tomates moisir le long des routes. La production viticole a baissé d'un quart, l'exportation de carottes a baissé de moitié, celle de tomates des 3/5. Dans l'industrie, ce n'est pas mieux. Le bâtiment et les travaux publics accusent une baisse de 55%, les mines de 20%, le textile de 55%. Bref, c'est une véritable catastrophe qui s'abat sur l'économie algérienne d'après-guerre. Dans le Constantinois, il y a des révoltes paysannes, parce que les Algériens ont faim, tout bêtement. Pourquoi une telle catastrophe? Il y a bien une raison. D'abord, il y a eu la guerre et les séquelles qu'elle a laissées. Et puis, il y a eu le départ des Pieds-Noirs, les Français d'Algérie. 1 million de Pieds-Noirs repartent en métropole. Ces Pieds-Noirs, ils étaient propriétaires, régisseurs, ils louaient le matériel, ils choisissaient les ouvriers agricoles, ils se chargeaient du recrutement, ils faisaient des comptes. Mais ces Pieds-Noirs sont tous partis et maintenant les Algériens s'emparent de propriétés qu'ils n'ont pas l'habitude de gérer. La transition est brutale, on sentait venir le cataclysme. C'est ça, l'Algérie du lendemain d'indépendance. C'est une Algérie qui a énormément de mal à faire face à ces nouvelles responsabilités. Et ils vont faire quoi de tous ces terrains et ces maisons et ces entreprises et ces boutiques abandonnées par les Pieds-Noirs? Selon les accords d'Évian, qui mettent un terme officiel à la guerre, les propriétaires verront respecter leurs droits de propriété. Ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir vendre leurs terrains aux Algériens, par exemple. Mais ces fameux accords d'Évian dont l'Algérie tire tant de gloire, elle ne les respectera jamais. C'est dur à dire, mais c'est vrai. Personne n'aura jamais le moindre scrupule sur la spoliation des propriétés des Pieds-Noirs, qui se sont enfuis. Aussi bien l'Algérie que De Gaulle d'ailleurs. C'était vraiment la confusion. Les Pieds-Noirs qui avaient peur pour leur vie s'enfuyaient par centaines de milliers. Dans ce climat de confusion, on comprend que leurs terrains ont été en fait occupés par des profiteurs. Ces biens immobiliers qui sont à disposition vont ensuite faire l'objet d'une spéculation, leur prix allant croissant. Et une nouvelle petite bourgeoisie algérienne va en prendre possession peu à peu. C'est aussi à ce moment-là que la population urbaine se met à grossir très rapidement. Et c'est logique. Tous ces biens qui deviennent vacants, eh bien les jeunes Algériens espèrent s'en emparer ou les acheter pour une bouchée de pain. Et donc ils se ruent tous vers les villes où ils espèrent profiter de la situation. Entre 60 et 63, la population urbaine de l'Algérie s'accroît de 800 000 personnes. Mais l'économie est très mal en point, donc en fait beaucoup d'entre eux sont au chômage. Concernant les biens à valeur économique, les usines et les terrains agricoles, laissés par les Pieds-Noirs, Ben Bella est socialiste. Son objectif est donc d'empêcher la bourgeoisie de s'accaparer ces biens. Il décide de les nationaliser, mais pas n'importe comment. Ces terres appartenant à l'État vont être mises en autogestion. L'autogestion, c'est quoi ça? L'autogestion, c'est une expérience socialiste. Une exploitation autogérée, c'est une exploitation où l'autorité est exercée par les comités de gestion, qui sont élus démocratiquement par l'Assemblée des travailleurs, de tous les travailleurs. Ces comités de gestion décident du rythme de la production et répartiront les bénéfices parmi les travailleurs. Donc ça, c'est la spécificité du socialisme algérien. L'autogestion des exploitations agricoles, environ 2,3 millions d'hectares dans le pays sont concernés, et également des usines. Et tout cela est décidé par un décret de Ben Bella, en mars 1963. Le comité de gestion reçoit néanmoins des instructions d'un directeur nommé par l'État pour s'intégrer à la planification socialiste. Cette autogestion, elle ne fait pas l'unanimité au sein du FLN. Pour la mettre en place, Ben Bella va devoir accepter la démission de Mohamed Kider, le secrétaire général du parti, qui était farouchement opposé à cette entreprise. Ce système suscite en effet des hésitations. Le bilan de ces secteurs autogérés est très mauvais. Ben Bella a cru brandir l'étendard de la révolution agricole, mais il a vraiment de quoi déchanter. C'est précisément ce secteur autogéré qui dévore tous les crédits bancaires, tout en ayant des rendements archi mauvais, et donc avec un déficit aussi énorme, l'Algérie de Ben Bella s'endette. C'est la France qui, à cette époque où l'Algérie n'a pas encore possession de son pétrole, c'est la France qui accepte de lui prêter. L'indépendance commence donc avec une nouvelle forme de dépendance.
On touche à la fin de notre histoire. En 65, Ben Bella, qui a déjà écarté Boudiaf, Aït-Ahmed et Kider, décide de poursuivre l'élimination de ses concurrents et s'en prend à l'armée des frontières, qu'il juge trop puissante. N'osant déposer Boumedienne en personne, il se rabat sur le ministre des Affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika, qui est l'un des plus fidèles soutiens de Boumedienne. Très mauvaise idée. Il a eu les yeux plus gros que le ventre. On ne s'en prend pas au chef de l'armée comme ça. Le 19 juin 1965, Boumedienne renverse Ben Bella et s'empare d'Alger. Pour la petite histoire, il l'a prise grâce à des chars qu'il avait disposés les jours précédents dans toute la ville. Et ces hommes avaient prétendu que ces chars étaient ici pour servir au tournage de la bataille d'Alger. La bataille d'Alger, c'est un film réalisé par Pontecorvo, un film tourné à Alger et qui raconte l'histoire de la bataille d'Alger. Voilà, donc un conseil, méfie-toi, si jamais un jour tu vois un char de 50 tonnes à 50 mètres de l'Elysée, et qu'on te dit que c'est pour un film, pose-toi des questions. Bref, après ce coup d'État, Boumedienne arrive au pouvoir, désormais c'est l'armée qui gouverne, la dictature civile devient une dictature militaire. Bon, en attendant la prochaine vidéo qui parlera de Boumedienne, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Si vous voulez m'aider, laissez-moi un petit pourboire sur Tipeee, ce serait hyper généreux. Merci à tous et à très bientôt sur ma chaîne.